Henri Leclerc, c'est quoi? C'est la sécurité ou la liberté? C'est ça le marché qu'on nous propose aujourd'hui? Non, oui, je pense effectivement que ce n'est pas nouveau. De présenter un choix en disant vous avez le choix entre être libre et vivre en danger ou ne pas être libre mais vivre en sûreté. Vous remarquez que je viens d'employer le mot sûreté. Et je pense qu'il faut revenir. Il y a des choses que l'on dit qui ne sont pas justes. Par exemple, et je pense que nous avons intérêt à être, je ne dis pas modéré, je dis ferme, mais à savoir qu'il y a dans l'histoire de la République des définitions qui sont claires. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme définit 4 droits naturels et imprescriptibles: la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. On ne va pas analyser chacun de ces termes, mais voyons voir ce qu'est la sûreté. Contrairement à ce que certains pensent, la sûreté, ce n'est pas une autre appellation de la liberté. Et en particulier, la Déclaration des droits de l'homme de l'an 1 de 1793 explique que la sûreté, c'est le droit pour chacun de vivre paisiblement, protégé, dans une situation d'une société apaisée, qui est une obligation de l'État. La sûreté, c'est 2 choses à la fois. C'est premièrement la défense des personnes contre les abus de la puissance publique, et d'autre part, l'obligation pour la puissance publique de protéger les gens. Donc, voyons les choses comme elles sont. C'est vrai que la puissance publique a l'obligation de protéger une société paisible. Ne donnons pas d'armes à nos adversaires en cristallisant les choses de façon qui leur permet de marquer les points. Oui, nous avons le droit de vivre paisiblement. Oui, nous devons nous défendre contre les assassins. Oui. Et c'est une obligation de l'État. C'est-à-dire que la puissance publique a l'obligation de défendre la société et les citoyens contre le crime, et surtout le crime organisé, bien sûr. Mais bien évidemment, cette défense contre le crime et le crime organisé n'empêche pas l'obligation absolue de la puissance publique de respecter les droits fondamentaux. Et même, la puissance publique a l'obligation absolue, non pas de les respecter, mais de les promouvoir. Lorsque sont arrivés les crimes du 13 novembre, enfin, qui n'a pas eu peur? Qui ne s'est pas senti dans une situation tragique? Qui n'a pas été bouleversé par ces morts, ces 130 morts, qui sont des gens comme nous tous? Ce sont des citoyens qui vivaient paisiblement, qui profitaient de la dernière soirée automnale où l'on pouvait manger sur une terrasse, qui allaient au match de foot ou qui allaient écouter un concert de rock. Enfin, tout cela, c'est l'exercice de la vie paisible. Et là, c'est vrai que cela a été brisé et que chacun s'est senti directement visé d'une certaine façon. Faut pas oublier cela. Jamais. Lorsque nous menons un combat ferme contre le gouvernement, il ne faut pas oublier cela, mais dire que on ne peut pas exploiter cela. Premier point. Lorsque j'ai été amené à m'exprimer sur les médias audiovisuels, 48 heures après les faits ou 3 jours après les faits, et je me suis exprimé d'une part sur les médias audiovisuels et d'autre part dans une revue juridique qui s'appelle Le Dalloz, qui ouvre rarement ses colonnes aux juristes engagés, mais qui là m'a laissé un espace important pour dire ce que je pensais de tout cela. Et ce que je disais tant dans mon intervention à France Inter, qui m'a valu beaucoup de lettres d'injures et de menaces de mort,
que dans l'article du Dalloz, qui ne m'a valu rien du tout parce que les juristes sont gens raisonnables et que sans doute ils ne l'ont pas lu, mais ils ont fait semblant. Ce que je disais essentiellement et ce que je dis ici, c'est que moi je me refuse, personnellement, je l'ai dit et je le dis encore, à condamner les mesures d'urgence qui sont prises au lendemain du crime. Le gouvernement est responsable de la sûreté publique, il ne sait rien, défaillance des services de renseignement certainement, mais il ne sait rien, il ne sait pas s'il n'y a pas 30 autres personnes qui sont en train de préparer des actes de cette nature, il ne sait pas. Il sait simplement que ce sont des crimes organisés, ça il le voit bien, qui sont coordonnés, ça il le voit bien, ça il le sait très vite, mais il ne sait pas s'il y en a d'autres, si d'autres vont venir, si d'autres vont intervenir, s'il va y avoir dans des lieux publics d'autres personnes avec des ceintures qu'on ne peut pas déceler, etc. Donc qu'il aille très vite pour essayer de faire un certain nombre de choses, et même peut-être que par un décret, il se donne les moyens d'aller très vite, mais dès 3 jours après, je disais, attention, il ne faut pas continuer. Et le problème n'est pas le fait qu'il y a eu des mesures d'exception face à des crimes d'exception. Le problème, c'est la pérennisation de cette situation. Car en réalité, nous avons un régime de droit. Nous avons du droit, un droit constant. Nous avons un système juridique qui protège contre le crime, qui réprime le crime et qui protège contre le crime. Face à un crime, il y a déjà dans la procédure pénale, dans notre système normal, il y a déjà une exception, par exemple ce qu'on appelle le flagrant délit, et qui permet effectivement, quand on est en flagrant délit, on ne va pas demander si l'assassin entre dans une maison, on ne va pas dire s'il vous plaît, monsieur l'assassin, laissez-moi entrer dans la maison. Ça, c'est une exception qui est prévue dans le code normal. Là, ce que nous avons, c'est des mesures d'exception qui sont prévues, mais que l'on va pérenniser. Déjà, on les pérennise dans une loi de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Quels sont les éléments de renseignement, les éléments d'analyse qui permettent à ce moment-là de dire il faut prolonger 3 mois? Quelle est la réflexion que l'on peut avoir et que l'on n'a pas à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur le fait de savoir quelles sont les mesures qui auraient été nécessaires pour éviter le crime. On fait une réponse au crime qui est une réponse manifestement de communication. C'est le fameux discours de François Hollande devant le Congrès. Ce discours devant le Congrès est présenté comme un discours d'unification nationale. Moi, j'ai rien contre la nation, hein. Au contraire, la nation est une notion républicaine. Bah, évidemment, ça dépend comment on entend la nation. Si on entend la nation par un bout de terrain protégé par des frontières, ce n'est pas ça. La nation, c'est la construction de la République. Et c'est une volonté de vivre ensemble. C'est ça la nation. Mais que l'on vous la veuille protéger... Mais quel est l'objectif poursuivi par le discours de François Hollande? Et c'est là que les choses commencent. C'est de rassembler la nation derrière lui. C'est-à-dire de prendre à un moment où la situation politique est difficile, et surtout la situation économique, alors que le chômage n'est pas résolu, que, enfin, c'est pas la peine d'entrer dans le détail, de brusquement d'essayer de recréer autour de lui un sentiment national. C'est d'une certaine façon de refaire ce qui a été fait en janvier. Mais en janvier, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en janvier, l'enthousiasme de la manifestation, c'est un enthousiasme pour la liberté d'expression. Il ne faut pas l'oublier, et contre le racisme. C'est ça ce qui s'est passé dans le grand défilé. C'est-à-dire que les gens crient « Vive Charlie !» Entre nous soit dit, on ne peut pas considérer quand même que Charlie soit un organe d'expression d'une dictature. Les gens crient « Vive Charlie !» et les gens défendent les Juifs qui ont été assassinés. Et là, il y a une manifestation d'union nationale et même d'union internationale au cours de vertu républicaine. Là, nous avons quoi? Nous avons une manifestation d'unité nationale que l'on veut contre le crime.
C'est-à-dire qu'on veut, non pas, on ne défend pas quelque chose de précis. Et en réalité, nous le savons très bien, nous savons que cette opération est une opération politique. Je ne dis pas, et je n'ai pas du tout l'intention de dire que... Moi, je n'emploie pas le terme État policier. Hein. Je le dis tout de suite, je n'emploie pas le terme État policier. Nous ne sommes pas dans un État policier. Il faut savoir ce que c'est, quand on a passé sa vie à combattre des États policiers, ce que c'est un État policier. Nous ne sommes pas dans un État policier. Mais nous sommes dans un État où la volonté de réunir autour de ceux qui sont au pouvoir un pays qui s'éloigne dans l'incapacité où se trouvent ceux qui sont au pouvoir de résoudre les problèmes du pays et d'essayer de cristalliser à nouveau une adhésion générale dans un objectif politique, est absolument évidente. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est une faute contre la démocratie. Je préfère employer ce terme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ordonner l'état d'urgence. Un mot sur l'état d'urgence. D'où vient l'état d'urgence? Il faut le savoir. Il faut savoir comment est venu l'état d'urgence. L'état d'urgence a été créé en 1955. Et les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent pas de ce qu'était 1955, même peut-être ceux qui sont un peu plus âgés. 1955, c'est la guerre d'Algérie. Elle s'est déclenchée le 1er novembre 1954. Au pouvoir se trouve, en 1954, un gouvernement dirigé par Pierre Mendès France qui vient de faire la paix en Indochine et qui va amorcer l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. François Mitterrand, qui est à l'époque le ministre de l'Intérieur, fait face aux rebelles algériens une déclaration disant l'Algérie c'est la France et la seule négociation c'est la guerre. Mais Pierre Mendès France, et d'ailleurs avec l'accord de François Mitterrand, va proposer des réformes structurelles en Algérie, en disant, mais écoutez, il faut quand même se décider à en finir avec l'inégalité politique qui fait qu'un Français musulman, comme on disait, a 10 fois moins de poids électoral qu'un Français non musulman en Algérie, qui fait qu'il y a une misère partout, etc. Bon. Et on prévoit des réformes considérables. Là-dessus, un député d'extrême droite, un des meilleurs, fait tomber le gouvernement de Mendès France sur ce sujet. Et un nouveau gouvernement est en place. Ce gouvernement, qui est présidé par Edgar Faure et dont le ministre de l'Intérieur est Bourgès Bonouri, n'a de cesse que de convaincre que ce qui se passe en Algérie, c'est rien. C'est quelques bandes de rebelles, c'est rien du tout. Il suffit d'instaurer en Algérie un petit régime fort de police pour mater ces gens-là très vite. Et il va faire voter l'état d'urgence, en disant d'ailleurs, la loi s'appelle l'état d'urgence en Algérie, mais en disant, écoutez, disons qu'il est possible d'appliquer l'état d'urgence dans la France entière. Les socialistes se battent très fort contre ce projet de loi. Ils se battent très fort et ils ont à leur tête un socialiste, je le dis parce que ça fait rire, qui s'appelle Francis Valls. Et... le président du groupe socialiste, Édouard Depreux, qui quittera le Parti socialiste 3 ans plus tard, fait un discours absolument magnifique dans lequel ça se termine par « Faut-il, pour sauver la République, la renier ?» Et donc, c'est clair, très clair. Donc, il voit la difficulté. L'état d'urgence s'applique en Algérie. On applique en Algérie un état policier, ben c'est vrai, en Algérie seulement. Et dans les départements algériens, comme on dit à l'époque, et on donne un plein pouvoir, par exemple, aux tribunaux militaires. Je rigole bien quand le gouvernement dit que nous avons supprimé dans la nouvelle loi les tribunaux militaires. Il aurait du mal à y recourir aux tribunaux militaires, il n'y en a plus. Mais alors, et aussi, c'est vrai, on suspend la liberté de la presse, ce qui n'a pas été fait cette fois-ci, qui n'a pas été retenu dans la loi. Alors, tant mieux. Tant mieux parce que il y a eu tentation. Hein. Il y a eu tentation, y compris dans les rangs du Parti socialiste. Non, mais il y a eu tentation, mais ça n'a pas été fait. On a supprimé le texte de la loi. Ne parlons pas des tentations, parlons des réalités. Bon, alors, parce qu'il y a des tentations de bien d'autres choses. Hein. Certes. Et alors, l'état d'urgence, il va tomber parce qu'il y a une disposition assez curieuse dans l'état d'urgence qui dit que si l'Assemblée nationale est dissoute, l'état d'urgence cesse immédiatement. Et Edgar Faure dissout l'Assemblée nationale, revient à sa place. Il n'y a plus d'état d'urgence.
le Front républicain qui promet la paix en Algérie, et vous savez l'histoire, Guy Mollet est nommé président du Conseil et va, au contraire, faire une politique terriblement répressive et va proposer, il va dire l'état d'urgence ne suffit pas, et va proposer ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, qui sont des pleins pouvoirs à l'armée, qui sont quelque chose de terrible et qui va permettre la poursuite de la guerre en Algérie, la torture, etc. Bien. L'état d'urgence n'existe plus. En 1961, De Gaulle a pris le pouvoir. Alors De Gaulle, il a prévu dans sa Constitution une vieille disposition qui continue à exister toujours, c'est l'article 36, c'est l'état de siège. L'état de siège, c'est ce qui existe en cas de guerre. En cas de guerre, mais aussi en cas d'insurrection. Je me rappelle qu'à l'époque, nous sommes battus contre ce terme. Bon, l'état de guerre et l'état de siège qui donne les pleins pouvoirs à l'armée. Bon, aujourd'hui, personne n'y pense. L'armée n'est pas en état de prendre les pleins pouvoirs. Et il y a une deuxième disposition qui est prévue, c'est les pleins pouvoirs au président de la République, qui, contrairement à ce qu'on dit, ne gouverne pas avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, pas du tout. Il consulte l'Assemblée nationale et le Sénat, mais il fait ce qu'il veut. Et De Gaulle s'empare de ses pouvoirs en 1961, au moment du pronunciamento, comme il dit, des généraux d'Alger, et prononce l'état d'urgence. Par une décision seule. C'est extraordinaire, j'ai été la voir au journal officiel. Après, ça s'est appelé ordonnance. Ça s'appelle décision du président de la République. L'état d'urgence est proclamé. Point. Et tout seul. Et ça va durer. Ça a pu s'arrêter. Et jusqu'en 63, alors que la guerre d'Algérie est finie depuis un an, il y a toujours l'état d'urgence. Et c'est au nom de l'état d'urgence qu'on interdira la manifestation du 8 février 1962, au cours de laquelle 9 personnes seront tuées au métro Charonne. Et c'est en vertu de l'état d'urgence qu'en 17 octobre 1961, le préfet Maurice Papon prononcera le couvre-feu pour les Algériens et qu'on massacrera, vous le savez, les Algériens en les jetant dans la Seine. Nous continuons à évoquer ce drame tous les 17 octobre. Je dis ça parce que ça montre, quand un état d'urgence se prolonge, là, les excès complets où on peut arriver, la dérive totale. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque, où j'avais quelques responsabilités politiques au PSU, nous battions à peine contre l'état d'urgence. On se battait contre ces mesures, sans comprendre qu'elles étaient justifiées par une situation juridique scandaleuse. Bon. Et voilà ce sur lequel on revient. Alors, on l'a utilisé 2 fois, une fois pendant un mois sur la Nouvelle-Calédonie, mais on l'a utilisé en 2005, au moment des manifestations et des émeutes, ce qu'on appelait les émeutes de banlieue. Ce qui est intéressant, c'est que Chirac, un mois et demi après que l'état d'urgence a été proclamé, a pris une décision suspendant l'état d'urgence, estimant que, somme toute, on l'avait proclamé, mais que c'était inutile, le suspendant dans l'Île-de-France. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation étrange où, dès le début, compte tenu de la nature du terrorisme qui nous frappe, compte tenu du comportement de ces assassins, des objectifs qu'ils poursuivent, c'est-à-dire celui de détruire la démocratie, de montrer que la démocratie est incapable de résister à un certain nombre de choses. Et le film qui a été, la vidéo qui a été diffusée aujourd'hui en est véritablement le prototype de l'exemple, montrant les gens, voilà, ce que nous voulons, c'est décapiter Hollande, etc. C'est-à-dire vraiment une volonté de terrorisme, certes. Bien. C'est un fait. Mais face à cela, l'idée qu'il convient de faire reculer la démocratie est une absurdité, puisque c'est en réalité leur dire notre démocratie n'est pas capable de résister contre nous, il faut que nous devenions comme nous, comme vous, pour vous résister. Ça, je pense que c'est une défaite morale extrêmement importante. Mais surtout, ce qui, moi, m'a paru préoccupant dès le premier jour, c'est que j'ai estimé qu'il était quasiment impossible d'arrêter l'état d'urgence. Et j'ai eu un certain nombre de protestations lorsque j'ai dit « je ne vois pas comment ce gouvernement, compte tenu des conditions dans lesquelles il l'a proclamé, va pouvoir l'arrêter. Je ne vois pas le président de la République ou le gouvernement dire « ça y est, il n'y a plus de danger, on arrête l'état d'urgence ». À partir du moment où on a estimé que cette suspension des libertés était nécessaire pour éviter des crimes comme ceux qui se sont produits,
il n'est pas possible à un gouvernement de prendre le risque de dire il n'y a plus de risque de crime, et donc j'arrête. Et donc, cette volonté, cette proclamation constante de la nécessité de l'état d'urgence dans cette situation et de la prolongation de l'état d'urgence fait qu'en réalité, le gouvernement s'interdit à lui-même de l'arrêter. Et vous avez vu, bien entendu, qu'on vient de dire il faudra le poursuivre et que M. Valls a effectivement dit il faut le poursuivre jusqu'à ce que Daesh ait disparu. Ce qui, moi je le souhaite, hein, mais ce qui malheureusement n'est pas pour demain, vraisemblablement. Et s'il n'y a plus Daesh, il y en aura hélas peut-être d'autres. D'ailleurs, dans le projet de réforme constitutionnelle, il y avait une disposition que le Conseil d'État a fait écarter. Il en a fait écarter une ou deux, mais enfin bon, pour le reste, c'est pas terrible l'arrêt du Conseil d'État. Hein. Mais il y avait une disposition qui disait, voilà, lorsqu'il n'y a plus de danger, lorsqu'il n'y a plus de péril, mais qu'il subsiste une menace, on pourra maintenir un état d'urgence un peu atténué. Et vraiment, tout le monde s'est dit, mais quelle est la différence entre le péril et la menace? Enfin, c'est absurde. La vérité, c'est qu'il n'est pas possible au gouvernement, qui n'a pas la force politique de dire il faut que notre démocratie assume ses institutions et que notre démocratie revienne à un fonctionnement normal pour lutter contre le crime. Et donc, en fait, le gouvernement s'est emprisonné lui-même, non seulement en prolongeant pendant 3 mois, ce qui était très long, l'état d'urgence, mais aussi en disant que c'était une nécessité impérieuse pour lutter contre le terrorisme, laissant entendre en quelque sorte que s'il n'y avait pas d'état d'urgence, le terrorisme serait triomphant. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qui est politiquement dangereux. C'est quelque chose qui sape la confiance en la démocratie. C'est quelque chose qui, en définitive, renforce les idées de l'extrême droite. Ça les renforce parce que, au fond, que dit l'extrême droite depuis longtemps? Il dit cela. Et quand on y ajoute l'idée de la déchéance de nationalité, qui est une vieille rengaine de l'extrême droite, une vieille rengaine de Le Pen, une vieille rengaine de Marine Le Pen, et même une rengaine de Sarkozy depuis le discours de Grenoble, quand on ajoute la déchéance de nationalité comme étant nécessaire pour lutter contre l'état d'urgence, un jour que je parlais sur une chaîne de télévision, on m'a dit on fait un sondage comme ça, vous savez, ils font des sondages sur le champ, un sondage qui n'a aucune garantie, mais ils sont 87% à vous dire que vous êtes que ça ne va pas du tout la tête, qu'il faut absolument faire de la déchéance de nationalité pour lutter contre le terrorisme. Personne n'est capable de dire en quoi la déchéance de nationalité est capable de lutter contre le terrorisme. Rien. C'est simplement une idée qui est destinée à montrer encore la force, d'abord parce qu'elle se trouvait dans le discours du président François Hollande devant le Congrès, et que se trouvant dans le discours du président François Hollande quand le Congrès présenté comme une mesure nécessaire pour lutter contre le terrorisme, il est évident qu'il y a un ralliement général autour de cette idée et qu'il faut beaucoup d'explications pour expliquer que c'est une idée absurde, contraire aux traditions françaises, contraire à... Je n'entre même pas dans le détail. Et l'idée encore pire, d'ailleurs, c'est celle qui a germé à un moment dans la tête de quelques apparatchiks du Parti socialiste, qui était de dire, écoutez, vous nous dites que ça crée une inégalité entre les binationaux et ceux qui ne le sont pas, mais c'est très simple, on n'a qu'à déchoir tout le monde de la nationalité, même ceux qui sont français depuis 3 générations ou 4 générations, aucune importance. Du moment que quelqu'un a fait un acte terroriste, on le déchoit de sa nationalité. Ce qui, vous le savez, est contraire à tous les engagements internationaux qui permettent de créer des apatrides. C'est-à-dire, alors, face à cette situation, nous avons eu les réalisations dont on parlait tout à l'heure. Nous avons eu ces perquisitions, ces 3 000 à 4 000, je ne sais plus combien on en est aujourd'hui, perquisitions. 4 000, attends, je ne sais plus aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres du 15 janvier pour l'instant. Oui. Ils n'ont pas publié depuis le 15 janvier. Bon, on est dans les 4 000 perquisitions, dont nous savons qu'elles ont été brutales. Et elles étaient inéluctablement brutales. Pourquoi? Parce que vous armez des policiers, vous mettez des policiers dans une situation de... Vous les déguisez en Robocop, hein, et puis vous leur dites, attention, vous allez aller dans cette maison, il y a des terroristes. Et je dirais que
c'est presque un comportement inéluctable des policiers d'entrer brutalement, de faire ce qu'ils font quand ils entrent dans un repère de bandits dangereux. Exactement la même chose. Et donc nous avons eu tous ces dérapages qui sont nombreux. Nous avons eu ce qui était dit tout à l'heure, ces assignations à résidence, ces privations de liberté. Et ce qui me paraît évident, c'est que tout cela est complètement inutile. La loi, même en cas d'enquête préliminaire, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de juge d'instruction, prévoit aujourd'hui la possibilité de perquisitions de nuit qui sont autorisées par un juge qu'on appelle le juge de la liberté et de la détention. En matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée, on peut autoriser. Alors, certes, le problème du local d'habitation pose un problème juridique actuel. Mais il est possible de le faire. Le seul problème, c'est que ce juge de liberté de la détention ne va pas lui donner de véritable pouvoir et on ne va pas lui reconnaître un statut, surtout. Ce qui est absolument scandaleux. On en fait un juge faible. Donc c'est possible. Donc il était tout à fait possible de faire des perquisitions simplement par un contrôle a priori d'un juge qui l'autorise sur des motifs. Les notes blanches, puis-je vous dire que malheureusement je les ai vues validées par la Cour de cassation dans un certain nombre de circonstances. Et donc le Conseil d'État sur ce sujet n'innove pas. Bon, les notes blanches, c'est des renseignements de police qui sont faits par des policiers habilités qui disent voilà ce qu'on sait. Et les juges disent en face de ça, il faut que vous montriez que c'est pas vrai. Bon, ça c'est scandaleux, c'est contraire aux principes fondamentaux. Alors vous avez donc une situation générale, et c'est ça qui me paraît préoccupant, dans lequel s'est organisée une méfiance du juge. Je ne vais pas vous dire que j'ai une confiance absolue dans les juges. Hein. Moi, bon. Ceci étant, c'est le principe, c'est-à-dire celui d'une justice indépendante. C'est le principe absolu. C'est le principe de l'article 66, la justice gardienne de la liberté individuelle. C'est inscrit dans la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins, sur le problème des assignations à résidence, l'absence de consultation de la justice me paraît effet d'autorisation préalable de la justice. Et entre nous soit dit, il ne faut pas qu'il nous raconte d'histoire, hein. Il l'aurait souvent, cette autorisation de la justice. Mais le problème, c'est le respect d'un principe qui est le principe démocratique. Alors nous sommes en face d'une situation où en réalité, et là j'ai fini en vous disant cela, nous sommes en train de créer une société, se crée devant nous, sous nos yeux, une société qui est une société où tout s'organise autour de l'homme dangereux, autour de celui qui est dangereux. Nous avons connu une période pareille dans notre histoire, c'était les périodes 1893-1895, quand il y avait les anarchistes. Et ça a abouti à des lois qu'on a appelées les lois scélérates, qui ont servi à la répression de tout le mouvement ouvrier, le mouvement anarchiste ayant disparu pour des raisons sociologiques complètement différentes de la loi, qui n'a servi à rien, sauf à réprimer le mouvement ouvrier. Nous sommes dans une société où, en fait, ce besoin de sécurité, de sûreté individuelle, fait qu'on a peur des hommes dangereux. Et qu'ayant peur des hommes dangereux, on dit il faut arrêter les hommes dangereux avant qu'ils ne commettent leurs crimes. De même qu'il faut conserver en prison les hommes dangereux après qu'ils aient exécuté leur peine. C'est la fameuse loi sur la rétention de sûreté, par exemple. Or ça, c'est contre des principes fondamentaux qui sont les nôtres. Je ne parle pas de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme qui fonde la sûreté individuelle, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut être arrêté que selon des lois et les formes qu'elles ont prescrites. L'article 8 qui prévoit qu'il peut y avoir des peines, mais qu'elles doivent être strictement évidemment nécessaires, et surtout l'article 9 qui prévoit la présomption d'innocence. Au fond, tout cela, c'est une institution contre ces principes fondamentaux au nom d'une vie paisible et pour éviter une certaine peur. Alors, c'est vrai, vous parliez du nouveau projet de loi. Si vous voulez, on pourra en parler. Il comporte aussi des choses. Mais au fond, c'est fait quelques années de cela. Et en 2013, on a fait par une ordonnance un code qu'on appelle le Code de la sécurité intérieure. Et le Code de la sécurité intérieure, c'est un code qui déjà, dans le cadre du droit normal, donne à la police administrative
et au principe de la prévention passant avant tout une importance considérable. Et puis de loi en loi, on arrive effectivement à une société où la force de la loi s'exprime non pas contre les gens qui ont commis les crimes, mais s'exprime non pas pour éviter les crimes, mais contre ceux qu'on peut craindre, contre le danger. Et là, il y a un danger, parce que là, notre démocratie s'amoindrit. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas besoin de dire que nous sommes actuellement dans un état policier. Je n'ai pas besoin, je dis simplement que, au fur et à mesure que l'on amoindrit la démocratie, que l'on fait reculer notre société démocratique, d'une part, on renforce les terroristes, qui font la vidéo qu'ils ont fait ce soir et dont j'ai pas vu les extraits, mais j'ai vu un certain nombre d'éléments et même de photographies qui en proviennent, qui est une vidéo terrible, abominable contre la France, effectivement, contre la nécessité qui fait la promotion des criminels du 13 novembre, qui montre Hollande décapité, des choses comme ça, et qui disent, de toute façon, où que vous voyez un Français, il faut maintenant le tuer, etc., etc. Ça provoque la peur. Cette vidéo va effectivement renforcer incontestablement ceux qui veulent prolonger l'état d'urgence, c'est tout. Ça ne change rien. Mais en même temps, ça conforte dans l'idée qu'ils nous protègent, alors qu'ils ne protègent de rien, et ça conforte dans l'idée qu'il faut cela, alors que ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, ça peut-être Françoise va en parler, mais ce qu'il faut, c'est bien autre chose dans notre société. En tout cas, certainement pas de faire une société de peur, de généraliser la peur contre des hommes dangereux, plus ou moins caractérisés, parce que les autres deviendront aussi, et aboutir en fait à une situation qui est une situation où notre société démocratique s'amoindrit. Il y a quelque chose qui est terrible. C'est que la France, qui a été un des promoteurs de la Convention européenne des droits de l'homme, a fait une déclaration en vertu des dispositions de l'article 15 de la Convention, disant « Nous entrons dans un système où nous sommes obligés de suspendre la Convention européenne des droits de l'homme », que le secrétaire général du Conseil de l'Europe vient d'alerter sur la situation française en Europe et dire « ce n'est pas possible », que le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a aussi lancé un cri d'alarme sur la situation de la France. Eh bien, je dis que tout cela, c'est quelque chose qui amoindrit non seulement notre nation, je dis bien, j'emploie le terme, telle qu'elle est, telle qu'on l'employait en 1792, notre nation s'affaiblit, mais les idées qu'elle porte, les idées qu'elle portait à travers le monde, ces idées qui font... Ce n'est pas important que la France soit unanimement respectée dans le monde. Ce qui est important, c'est qu'elle porte des idées qui sont respectées et qu'à ce moment-là, il y a un reflet et il y a un échange qui se fait entre les idées qu'elle porte et la nation qu'elle est. Et à partir du moment où elle renonce à ces idées, il est évident que le drame, c'est un drame qui peut devenir un drame mondial.